construction du poste de contrôle juxtaposé de Mouépé à la frontière entre les deux pays. Une visite qui a permis aux deux ministres de constater l'état d'avancement des travaux avant l'inauguration de l'ouvrage. Les villes africaines et la transition énergétique à l'horizon 2050. Une réunion des professionnels de l'urbanisme, de la construction et du bâtiment se tient à Lomé pour définir de nouvelles stratégies dans la gestion de l'énergie en vue de la mettre au service du développement. Enfin, un smartphone pour réaliser soi-même un test de dépistage du paludisme, rapide, pas cher et pas douloureux, un exploit technologique à mettre à l'actif d'un groupe d'étudiants ougandais. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Une délégation de parlementaires bissau-guinéens conduite par le président de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau séjourne depuis samedi dernier dans notre capitale. Ce lundi, Ibrahima Sori Diallo a eu un tête-à-tête avec son homologue togolais Dama Dramani. Une séance de travail s'en est suivie qui a rassemblé parlementaires bissau-guinéens. Entre autres sujets abordés, la coopération bilatérale, l'intensification de la diplomatie parlementaire dans le cadre de la poursuite des objectifs de l'intégration des peuples des pays de l'espace UEMOA et CEDEAO, la contribution des deux parlements au succès de la prochaine conférence des présidents des assemblées d'Afrique de l'Ouest qui se tiendra à Cotonou en mai prochain. Le chemin de l'intégration entre les peuples de la sous-région passe nécessairement par la libre circulation des personnes et des biens à travers les pays de l'espace. Les chefs d'État de la CEDEAO l'ayant compris, ils ont pris une série de mesures dont l'une consiste à établir des postes de contrôle conjoints entre leurs frontières respectives. Il y en a un actuellement en construction entre le Togo et le Ghana au niveau de Mouépé du côté togolais. Les ministres des Travaux publics du Togo et du Ghana se sont rendus ce matin sur le site dont les travaux de construction qui ont été lancés en 2011 et confiés à l'entreprise GER sont presque à terme. L'inauguration de l'ouvrage serait même imminente. C'est d'ailleurs en prélude à celle-ci que les deux responsables gouvernementaux togolais et ghanéens ont fait le déplacement des lieux à la demande de la commission de la CEDEAO. Christine Petiki Aloudé. Le nouveau poste de contrôle juxtaposé entre le Togo et le Ghana en construction à Mouépé comporte deux sorties. Le côté nord pour le Togo et le côté sud pour le Ghana. Au niveau infrastructure, 16 types de bâtiments dont le bloc administratif, les services des douanes, de la santé, des sapeurs-pompiers sont construits. À cela s'ajoutent des parkings, des magasins d'entreposage, des hangars pour le contrôle et le repos et un parc pour le contrôle des animaux en transit. Cet autre couloir est réservé aux piétons. Le ministre des Travaux publics du Togo et son collègue du Ghana sont passés dans tous les compartiments pour constater l'état d'avancement des travaux. Quelques observations relatives notamment à l'élargissement du passage piéton et à l'augmentation du nombre des sanitaires ont été faites. Mais dans l'ensemble, les deux ministres sont satisfaits de l'exécution de l'ouvrage à 90%. Les travaux qui sont inscrits dans le cadre de ce marché ont été réalisés à 90%. Donc c'est une satisfaction pour nous. Nous avons, à l'issue, pendant la visite, nous avons relevé certaines choses à améliorer. Nous allons prendre des dispositions, que ce soit au niveau de la Commission, que ce soit au niveau des deux États, c'est-à-dire le Ghana et le Togo, que très rapidement une rencontre soit organisée afin que nous puissions faire des observations et les adresser à nos partenaires. The quality of the project, the job, is perfect, and indeed, I should congratulate him for doing that. Ma première impression est que le travail a été très bien fait. J'étais impressionné par la qualité du travail et je dirais que c'est par une entreprise locale. Cela nous pousse à demander à nos entreprises locales de faire autant. Ce poste de contrôle est un projet de la CEDEAO qui est destiné à relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens à travers la simplification des formalités transfrontalières. Il est financé par l'Union européenne et exécuté par l'entreprise GER. Toutes les parties prenantes s'engagent à une bonne finalisation du projet avec la commission de la CEDEAO aux avant-postes. Nous voulons que le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO fonctionne effectivement. C'est en cela que ce poste de contrôle est symbolique pour nous et c'est pour ça que nous sommes venus ce matin inspecter ce poste en préparant naturellement la réception définitive. Je me réjouis parce que ce travail a été fait, le plan a été conçu
par ECOWAS et approuvé par les membres de la CEDEAO. Donc nous, on n'a fait que respecter les plans d'exécution. Les deux ministres ont remercié l'Union européenne pour son appui financier et félicité les chefs d'État des deux pays pour leur engagement dans la réalisation du projet. Les cadres de 18 départements ministériels tiennent depuis ce matin une séance de travail avec des partenaires techniques et financiers en vue de l'élaboration des politiques sectorielles et des budgets programmes des différents ministères. Il s'agit de permettre à ces services de disposer dorénavant d'enveloppes financières s'étalant sur une période de 3 ans. Le but visé est de rendre plus efficace la gestion des finances publiques. Kamou Madiakakou, précision. La directive de l'UEMOA portant loi des finances au sein de la communauté exige que chaque État membre présente son budget sous forme de budget programme à partir du 1er janvier 2017. En ce sens, le Togo a entrepris depuis 2006 d'importantes réformes dans la gestion de ses finances publiques. Réformes qui ont abouti à l'adoption d'un cadre budgétaire à moyen terme. La présente rencontre va donc permettre d'élaborer des politiques sectorielles et des budgets programmes de 18 ministères afin qu'ils puissent disposer des enveloppes financières sectorielles sur une période de 3 ans. Les chefs d'État se sont entendus pour améliorer la transparence des budgets des États. Ça veut dire avoir des décisions qui soient compréhensibles pour la population. Pour ce faire, on veut avoir des politiques publiques qui soient écrites, qui puissent être lues, consultées par vous les journalistes et par vous la population. Aujourd'hui même, nous allons faire une revue des techniques, des outils, des instruments qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à une politique publique. Pour le gouvernement, l'aide publique au développement ne peut être effective que si chaque département ministériel améliore son système de gestion des ressources financières. À l'instar du Burkina Faso, du Bénin, du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire, qui sont avancés dans ce processus depuis 2010, le Togo a démarré en 2012 l'élaboration des budgets programmes conformément aux nouvelles directives de l'UEMOA. Ainsi, il y a 2 ans, 12 ministères ont, au cours de la phase pilote, élaboré eux-mêmes leur budget programme et leur projet annuel de performance avec l'appui financier de la BAD. Les projets annuels de performance sont en cours pour permettre d'évaluer les résultats obtenus par chaque ministère et les ressources que l'État et ses partenaires ont mis à leur disposition au cours de l'année. Les 18 départements ministériels devront produire eux-mêmes 18 diagnostics, 18 logiques d'intervention, 18 systèmes de suivi et 18 documents finaux de politique sectorielle et de budget programme. Ces budgets programmes vont intégrer le projet de loi des finances pour l'exercice 2015 qui sera présenté à l'Assemblée nationale en octobre prochain. Une session de formation sous-régionale sur les techniques d'amélioration de la qualité des produits végétaux en vue de leur commercialisation se tient à Lomé. Les participants qui sont des inspecteurs phytosanitaires venus d'Afrique de l'Ouest vont acquérir à cette occasion de nouvelles connaissances sur les normes internationales régissant l'inspection et la certification des importations et exportations des produits végétaux. C'est une initiative du département des services sanitaires des États-Unis d'Amérique et du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Reportage Gérard Lagoudou, filmé à Djinare. La valeur des produits végétaux dans les échanges commerciaux dépend de leur qualité. Et pour renforcer la démarche qualité, les pays, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, se mettent en synergie pour rehausser les niveaux d'inspection de certification phytosanitaire basés sur l'analyse des risques. La rencontre de formation qui regroupe des inspecteurs phytosanitaires venus des pays membres de la CEDEAO va donc permettre à ces professionnels de mieux maîtriser les normes internationales régissant l'inspection et la certification des importations et exportations des produits végétaux. Dans le cadre de la mise en œuvre des normes internationales adoptées par la Convention internationale pour la protection des végétaux, il s'avère que l'application de ces normes nécessite le renforcement des capacités des services de protection des végétaux qui doivent mettre en œuvre ces normes. Alors l'USAID, en collaboration avec le département de l'agriculture du Togo, ont initié cette rencontre pour renforcer les capacités
de ces inspecteurs qui sont chargés de l'application de ces normes. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Urokura Agadazi, se réjouit de cette rencontre qui vient contribuer à l'amélioration du système d'inspection phytosanitaire au Togo. Il faut avoir des techniciens, des inspecteurs, il faut avoir du matériel, il faut aussi avoir des produits adéquats pour combattre les prédateurs qui ravagent malheureusement les stocks qui sont en magasin. Et c'est sur ce maillon-là que la formation que dispensent les deux institutions américaines, donc cette formation est à saluer parce qu'elle vient compléter le déficit que nous avons au niveau national et peut-être même dans la sous-région à rendre au niveau des ports des produits de très bonne qualité. La session de formation qui se tient pour 4 jours fait suite à la Convention internationale pour la protection des végétaux appuyée par le département sanitaire de l'agriculture des États-Unis. Ceci pour une production et une commercialisation parfaite des produits végétaux entre les pays de l'espace CEDEAO et les États-Unis d'Amérique. Et nous restons dans le domaine agricole pour signaler que bientôt va démarrer dans les préfectures de Tone et de Tandjouaré un projet intitulé Identification agroécologique de la production agricole dans les savanes et gestion des ressources naturelles. C'est un projet destiné à lutter contre les effets des changements climatiques et l'insécurité alimentaire dans cette partie du Togo. Dans la perspective de la mise en œuvre de ce projet, les parties prenantes se sont retrouvées à Dapon pour échanger sur les stratégies à adopter en vue d'atteindre les objectifs fixés. Précision, Désiré Aloyer. Identification agroécologique de la production agricole dans les savanes et gestion des ressources naturelles est un projet financé par l'Union européenne. Dans l'intervalle 2014-2016, ce projet va s'activer dans la lutte contre la dégradation environnementale et l'insécurité alimentaire dans les préfectures de Tone et Tandjouar. Pour une bonne efficacité sur le terrain, les différents acteurs impliqués s'attellent à accéder à une vision partagée du projet et son processus. Et donc le projet a deux axes principaux. Le premier, c'est de travailler sur la diffusion de pratiques agroécologiques, des aménagements de conservation de l'eau et des sols, en vue de restaurer la fertilité des sols et d'augmenter les rendements agricoles, puisque l'objectif principal, c'est d'augmenter les revenus des producteurs agricoles et qu'il y ait une meilleure sécurité alimentaire. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, donc, qui consiste à consolider les services économiques rendus par les organisations paysannes à leurs membres. Donc ça veut dire un meilleur accès au marché pour les céréales, les légumineuses, les produits maraîchers. Ça veut dire aussi travailler sur du conseil de gestion et l'exploitation. Nous saluons vraiment la participation des membres des organisations paysannes, notamment l'UROPS et les IOPC qui seront en réalité des partenaires locaux. Les acteurs auront en définitive une compréhension commune et consensuelle des résultats escomptés du projet. Ils travailleront en synergie avec les acteurs des autres projets déjà actifs dans la région pour l'atteinte des objectifs globaux. Une nouvelle réunion sur la transition énergétique des villes africaines se tient à Lomé depuis ce matin. Elle rassemble des professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la construction et du bâtiment appelés à définir de nouvelles approches dans la gestion de l'énergie. L'objectif visé est d'amener les villes africaines à maîtriser leurs besoins en énergie, notamment à travers l'utilisation exclusive des énergies renouvelables d'ici 2050. Reportage Isidore Koubatine. Le système énergétique de plusieurs villes africaines est caractérisé par une forte demande en énergie fossile avec des impacts en termes de sécurité et de stabilité sociale. Aujourd'hui, il est question de changer le système et d'amorcer une transition vers de nouvelles approches énergétiques plus durables et plus efficaces. À ce rendez-vous de Lomé où sont réunis les acteurs de l'aménagement urbain d'horizons divers, il est question d'opérer de nouveaux choix et d'apporter des réponses aux défis qui attendent les villes africaines en matière de transition énergétique. Bien l'importance de la transition parce que si on ne met pas en place une action durable aujourd'hui, par exemple en concevant mal un bâtiment qui aura besoin par exemple de beaucoup de chauffage ou de beaucoup de refroidissement parce qu'il aura mal été conçu, et bien là vous créez un verrou, un blocage qui fait que pendant toute la durée de vie du bâtiment, un bâtiment qui apparemment pouvait pas coûter trop cher, va revenir très très cher en ressources.
Parce que les gens, pour y vivre de manière décente, vont devoir surconsommer de l'énergie. Donc là, la transition énergétique, c'est construire durablement l'habitation pour limiter les besoins en énergie futurs. Et pareil dans l'aménagement urbain. Cette rencontre sur les défis de la transition énergétique s'invite à l'agenda de la deuxième session présidentielle des professionnels de l'aménagement urbain. Pour le gouvernement togolais, cette mutation doit être une solution durable pour les villes africaines. Nos villes, convient-il de le souligner, prises globalement, abritent en effet 50% de la population mondiale, consomment pour les besoins de mobilité et de confort dans les bâtiments, 2/3 de l'énergie mondiale et contribuent beaucoup, malheureusement, aux émissions de gaz à effet de serre. Autant dire que la question des défis urbains s'inscrit dans la globalité et la transversalité. Cette nouvelle approche de mutation énergétique est caractérisée par la sobriété, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et un accès universel aux services énergétiques modernes dans la construction des villes africaines. La Cour d'arbitrage du Togo, son fonctionnement, son champ d'action et ses mécanismes de saisine exposés et expliqués aux magistrats et avocats togolais ce lundi. C'est une institution qui a été créée il y a quelques années au Togo, qui intervient dans le règlement des litiges à caractère commercial. Et Soham Théou nous en dit un peu plus sur cette rencontre. L'arbitrage comme mode de règlement des conflits dans le monde des affaires, c'est ce à quoi sont conviés les magistrats et avocats togolais, eu égard à ces avantages que sont la rapidité, la confidentialité, la neutralité et technicité des médiateurs et le moindre coût de l'opération. Les objectifs que la Cour d'arbitrage poursuit à travers cette formation, c'est de faire prendre conscience aussi bien aux avocats qu'aux magistrats que l'arbitrage est un mode de régulation des litiges qui vaut aussi bien que la procédure judiciaire. L'une et l'autre procédure mettent fin à un litige. Et d'ailleurs, si l'arbitrage se développe, c'est au profit du rôle des tribunaux. Ça leur fait moins de dossiers à connaître. Et ensuite, pour un avocat, pouvoir régler le litige de son client par la voie arbitrale, c'est lui faire gagner du temps. L'initiative de cette formation vient de la Cour d'arbitrage du Togo qui, depuis sa création en 2011, s'efforce de promouvoir ce mode de règlement des conflits, tributaire de son acceptation par les avocats et magistrats. C'est une matière nouvelle qui est rentrée dans l'ordonnement juridique de notre pays. Donc nous avons commencé par des séminaires d'information, de formation et d'initiation à l'arbitrage. Depuis 2013, nous avons commencé à avoir des dossiers. Donc nous avons une dizaine de dossiers que nous sommes en train d'instruire actuellement. Plusieurs modules sont au programme et portent entre autres sur la rédaction de la convention d'arbitrage, l'acte de mission et sentence arbitrale et le recours en annulation. L'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, en collaboration avec le projet AGIR-PF, renforce les capacités des acteurs ouest-africains impliqués dans les systèmes de recherche des ressources pour le financement adéquat du secteur de la santé dans la sous-région. Il s'agit précisément d'apprendre aux participants les techniques de plaidoyer en vue d'une véritable mobilisation des ressources dans le domaine sanitaire. Compte rendu Silver Aboudjou. Ils sont des acteurs clés dans la recherche des stratégies permettant de mobiliser des ressources dans le renforcement des actions en matière de santé. Constituant un réseau, ils viennent de 7 pays de la sous-région ouest-africaine, notamment le Niger, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, le Bénin et le Togo. Une rencontre sous-régionale pour renforcer leurs capacités en technique de plaidoyer. On va leur donner les outils nécessaires aux techniques de plaidoyer, notamment certains modèles de plaidoyer tels que le Spectrum, le Rapide Togo, qui en principe permettent aux membres du réseau de démontrer qu'en investissant dans le secteur de la santé, on permet un développement harmonieux de tous les secteurs d'un pays donné.
Et qui dit santé, dit pôle de développement. Au bout du compte, parce que c'est ça, un des fondements des réseaux, qu'ils puissent amener les différents États au niveau desquels ils travaillent à octroyer effectivement les 15% du budget national au secteur de la santé. Parce que c'était un engagement des différents chefs d'État et de gouvernement en 2001 à Abuja. À terme, c'est de leur permettre de fixer des priorités dans le système budgétaire pour l'amélioration du niveau de vie dans le domaine de la santé. Dans la déclaration d'Abuja, les pays avaient pris l'engagement d'élever le niveau du budget accordé à la santé à 15% du budget national. Les champions sont appelés à faire justement le plaidoyer dans ce sens. Parce que quand nous disons 15% du budget, déjà, comment on calcule le budget, il faut arriver à passer toutes ces étapes pour pouvoir réaliser ce qui est demandé, c'est-à-dire 15% du budget national accordé à la santé, pour que la santé puisse vraiment mettre la santé au niveau, à disposition de la population. Ces acteurs sont également des professionnels résolument engagés à défendre ce secteur comme facteur clé du développement. Au Togo, ce réseau a été mis sur pied depuis 2012. Et parlant de la santé, voyons à présent cette technique qui va révolutionner les tests de dépistage des germes du paludisme. À partir d'un simple téléphone portable, l'on pourra désormais savoir soi-même si l'on porte dans son organisme les hématozoaires, agents du paludisme. La méthode est simple, rapide et indolore. Plus besoin d'aller chez le médecin, donc plus de prise de sang, si ce n'est pour se faire prescrire des produits en cas de test positif. C'est à mettre à l'actif des étudiants ougandais ce sont eux qui ont réalisé cette technologie. Un test rapide et sans douleur pour diagnostiquer le paludisme. C'est l'innovation proposée par des chercheurs ougandais. Des étudiants en informatique de l'université de Kampala ont créé une application médicale sur un smartphone. Le principe est simple, le patient introduit son index dans un détecteur infrarouge capable de détecter les globules rouges qui prennent une forme différente lorsqu'ils sont affectés par le paludisme. L'appareil analyse alors les données et affiche le diagnostic en quelques secondes, avec à la clé un précieux gain de temps et d'argent. Avec un simple téléphone mobile, vous pouvez en toute autonomie mesurer votre température et diagnostiquer votre famille. Vous n'avez pas besoin de vous rendre chez le médecin ou à l'hôpital. C'est sans doute le test le moins cher actuellement en Afrique. Plus de piqûres, mais surtout plus de prise de sang ni techniciens de laboratoire. Lorsque l'on sait que le paludisme représente 15 à 20% de toutes les hospitalisations en Afrique, on imagine que cette avancée va faciliter les diagnostics et les traitements contre ce fléau. Le fait qu'un simple téléphone portable puisse permettre de détecter le paludisme est une innovation qui peut révolutionner le diagnostic de cette maladie dans notre pays. Cette innovation devrait arriver sur le marché ougandais dès le mois d'avril au prix de $20 l'application ou $150, smartphone compris. Au Togo, 7 mois après son décès, le jeune Douti Sinaleng a enfin été inhumé. Douti Sinaleng, c'est cet élève qui était décédé le 15 avril 2013 à Dapaon alors que ses camarades étaient en pleine manifestation de rue. Une polémique liée aux circonstances de ce décès avait alors éclaté et les choses ayant été maintenant tirées au clair, il a donc été enterré. Les obsèques se sont déroulées samedi dernier à Nandungu, son village natal, en présence de quelques membres du gouvernement. Désiré Aloye. L'élève Sénaleng Douti, 22 ans, classe de première, qui a perdu la vie le 17 avril 2013, 2 jours après les manifestations des enseignants du 15 avril 2013 à Dapaon, est conduit à sa dernière demeure ce 8 mars 2014 dans son village natal à Nadungu, dans le Pendial. Parmi la foule qui a prié pour le repos éternel de l'âme de Sénaleng, les membres du gouvernement et autres autorités civiles, religieuses et militaires.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté ses condoléances à la famille de Sénaleng et à celle d'Anselme. Il a invité tous les Togolais à une prise de conscience pour ensemble conduire le Togo dans la paix. Ce jour de recueillement doit nous appeler tous à la réconciliation. Le chef de l'État l'a dit, tout à l'heure l'évêque l'a dit, et nous n'avons d'autre choix que de penser à la réconciliation. Ce qui est arrivé est déplorable. Nous devons nous retrouver. Je dis la famille a décidé de le conduire à sa dernière demeure, avec bien sûr l'assistance du gouvernement. Et nous tenons à renouveler notre sincère condoléance. Que cette occasion ne soit pas une tribune pour certains de mener leur propagande syndicale ou politique. Donc encore une fois, nous appelons les uns et les autres à une prise de conscience, à un sens élevé de responsabilité pour que la réconciliation soit une réalité dans notre pays. L'abbé Dominique Kigbil, s'inspirant de Luc 23, versets 33 à 34, puis de 39 à 46, a prié pour l'apaisement des cœurs. Il a demandé à chaque citoyen d'œuvrer pour la paix et la réconciliation sur la terre de nos aïeux. Jean-Pierre Fabre poursuit sa tournée d'information et de sensibilisation dans la région maritime. Hier, le président de l'Alliance nationale pour le changement et sa délégation ont parcouru 4 localités de la région pour délivrer leur message à leurs militants et les appeler à la mobilisation en vue des prochaines échéances électorales. Reportage Arnold Kiliou. Au deuxième jour de sa tournée dans la région maritime, le leader de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, Jean-Pierre Fabre et son état-major sont allés vers les populations de Kogan, de Devego, d'Adamavo et de Koulbateme dans la préfecture du Golfe. Le président de l'ANC a tenu à expliquer aux militants les raisons de son entretien avec le chef de l'État Fornia Singbe et les propositions faites sur l'organisation d'un dialogue politique pour des élections apaisées au Togo. Nous sommes dans une période sensible où beaucoup de choses se racontent. Donc il faut saisir l'occasion de notre tournée pour expliquer la réalité des choses aux populations. Comme un parti politique qui est toujours sur le terrain. Et donc nous n'attendons pas les échéances électorales pour nous répandre sur le terrain, non. Et donc cette tournée nous permet d'évaluer le fonctionnement de nos structures locales. Et on peut dire dans la perspective des prochaines échéances, mais c'est le fonctionnement normal, à notre sens, d'un parti politique. Il était aussi question de remercier l'électorat pour les législatives passées, corriger les manquements et appeler à la mobilisation des militants pour d'autres échéances. C'est donc une tournée nationale qui conduira le bureau politique de l'ANC dans les 5 régions économiques du Togo. Le 20 mars prochain sera célébrée la journée internationale de la francophonie sous le thème francophonie et jeunes talents. Le programme de manifestation a été dévoilé ce matin lors d'une rencontre avec la presse. Nous découvrirons ce programme dans nos éditions de demain, mais à retenir à ce programme de cette journée internationale de la francophonie, cette dictée publique au Grand Amphithéâtre de l'Université de Lomé le 15 mars prochain à 9 h. De nombreux prix seront remis, dont le premier est une enveloppe de 300 000 francs CFA. Toute personne désireuse d'y participer doit obligatoirement s'inscrire. Les inscriptions ont d'ailleurs commencé depuis le 5 mars et seront closes le 12 mars au village du Bénin au sein du campus universitaire, à la bibliothèque de la Maison des Jeunes, maison TV5 Monde à Didogomé en face du camp militaire, au campus Nord et à la bibliothèque du campus numérique francophone de l'université de Lomé. La chasse traditionnelle est ouverte en pays Kabier. C'est une activité qui intervient juste après la période des funérailles de janvier-février. Et comme le veut la tradition, les 2 premières sorties en brousse des chasseurs sont sanctionnées par une danse au marché de Piaodo. En voici quelques séquences que nous a envoyé notre antenne régionale de Kara.
cette danse donne le début de chasse, des grandes chasses. En même temps, ça signale aussi début de saison pluvieuse. Cette danse, ça réunit 3 cantons. Il y a le canton de Pia, Kimura et Tcharin. Il y a les sages qui font la tradition. C'est ceux-là que vous voyez, ils tiennent les flèches. Ils sont devant. Alors les bêtes qu'on a tuées, on amène ça en danse. Ils font 3 fois le tour du marché. Et ensuite, quand ça va finir, à partir de mardi sur prochain, les grandes chasses commencent. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À rappeler un des titres phares du journal qui est cette visite effectuée ce lundi par les ministres des Travaux publics du Togo et du Ghana sur le site du poste de contrôle juste à poser de Mouépé. Les 2 personnalités sont allées constater l'état d'avancement des travaux qui, au dire du ministre Nissao Nyofam, ont été réalisés à 90%. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Au revoir. Ministre des Travaux publics du Togo et du Ghana sur le site de construction du poste de contrôle juste à poser de Mouépé à la frontière entre les 2 pays. Une visite qui a permis aux 2 ministres de constater l'état d'avancement des travaux avant l'inauguration de l'ouvrage. Les villes africaines et la transition énergétique à l'horizon 2050, une réunion des professionnels de l'urbanisme, de la construction et du bâtiment se tient à Lomé pour définir de nouvelles stratégies dans la gestion de l'énergie en vue de la mettre au service du développement. Enfin, un smartphone pour réaliser soi-même un test de dépistage du paludisme, rapide, pas cher et pas douloureux, un exploit technologique à mettre à l'actif d'un groupe d'étudiants ougandais.